dans cette vidéo, on va s'intéresser maintenant à l'utilisation de Git avec GitLab ou avec GitHub. Donc on va voir un peu plus de commandes. Alors pour ça, on va repartir à zéro à partir d'un projet. Alors on peut être aussi bien sur le GitLab local que sur le GitLab distant. Je vais aller sur le GitLab distant comme on avait fait. HTTP, ça fonctionne aussi bien sur les deux. Vous pouvez être sur celui que vous voulez. HTTP ://. Donc moi je vais aller sur gitlab.com. Voilà. Ou alors on peut être sur le GitLab local hein, si vous le souhaitez. En fait, si on veut, on peut aller travailler sur le GitLab local http ://192.168.1.2. Alors pour vous, il faut voir votre 2.40.080, il faut voir votre adresse IP et slash. Hein, on peut travailler aussi bien ici que à ce niveau-là. Donc je vais aller sur cette plateforme-là parce que l'objectif c'est de voir quelques instructions Git. Sign in à ce niveau-là et on va se connecter à notre plateforme GitLab. Ça fonctionnera aussi bien dans les deux. Alors première des choses, on va reprendre un peu ce qu'on avait fait. Hein. D'abord, il faut que Git soit installé. Donc si vous travaillez sur la machine VirtualBox, il faudra tester si Git est installé. Sur votre machine. Alors, si vous travaillez sur votre Windows, puisque là, si vous travaillez avec le GitLab distant, on peut travailler avec le Windows. Donc là, et si vous faites un coller à ce niveau-là, Git version, ici, il faut s'assurer que Git est bien installé. Donc si vous travaillez sur la machine VirtualBox, hein, il faudra tester que votre Git est bien installé. S'il n'est pas installé, on a deux instructions ici qui vont permettre de l'installer, le apt-get update, voilà. Avec le sudo, hein, bien sûr, il ne faut pas oublier le sudo, on va le mettre sur le document, ici, à ce niveau-là, hop, donc on s'assure que le update est bien exécuté. C'est dans le cas où Git n'a pas fonctionné. Et voici la commande qui va permettre d'installer Git hein, juste après celle-ci. Et juste après, on peut tester hein, que Git est installé avec la commande git ---- version. Ensuite, on va créer un nouveau dépôt. Donc, on peut se connecter à GitHub sur Internet et il y a les différentes instructions ici pour créer un repository. Donc on y va. Donc new. Alors d'abord, on va cliquer New Project. On clique sur Create Blank Project. Alors le projet, on peut l'appeler projet Git, hein, puisque l'objectif, ça va être de voir quelques instructions concernant Git. L'URL du projet est définie ici. On a ici l'URL vers GitLab, ici le nom d'utilisateur et là le nom du projet. On coche private, on peut cocher initial is repository with readme et on clique sur create project. Voilà. Donc là, on a créé un projet sur GitHub. Alors, à ce niveau-là, c'est un peu la même chose hein, qui se passe sur GitHub. Il y avait une légère différence avec GitLab.
on revient sur notre projet. Une fois qu'on est sur ce projet, l'objectif, ça va être de le cloner sur le disque dur. Alors pour ça, on vient sur notre disque. Alors, si on est sur la machine VirtualBox, on fait un mkdir, on va appeler ça, on peut appeler ça projet Git par exemple. S'il existe déjà, donc on va faire mkdir projet 2023. Ça, ce sera très bien. On rentre dans projet 2023 pour avoir un répertoire à part sur lequel travailler. Et là, on va écrire git clone. On va venir ici sur notre projet distant. Voici notre projet, il est là. On clique dessus et on va le cloner sur le disque dur. Là, il nous demande de valider l'empreinte. On fait un yes. Et là, il nous dit impossible de lire le dépôt distant, vérifiez que vous avez les droits d'accès et que le dépôt existe. Alors, peut-être que vous n'avez pas la même chose, mais au cas où vous avez cela, ça veut tout simplement dire qu'on a un problème avec la clé SSH. Donc pas de problème. Alors, si on a déjà généré une clé SSH, c'est pas la peine de la régénérer. Il suffit de faire un cat tilde /.ssh /id underscore rsa.pub pour avoir la clé publique. Si ça apparaît pas, ça veut dire qu'on n'a pas de clé SSH générée sur le disque dur, donc il faudra d'abord faire un ssh-keygen et valider notre clé SSH en appuyant sur entrée. Donc si là, s'il vous dit overwrite yes or no, pas la peine d'écraser la clé existante. C'est pas la peine. Donc là, on fera juste un CTRL-C. Au cas où il écrit pas overwrite, c'est qu'elle n'existait pas déjà, donc il faudra appuyer sur entrée jusqu'à la fin. Voilà. Donc je fais un CTRL-C pour annuler et je reviens sur cette instruction pour aller récupérer ma clé publique. Je récupère la clé publique ici. Voilà. Une fois que je l'ai récupérée, je viens à ce niveau-là, dans Préférences, SSH-keygen, et je colle la clé publique ici. Et je vais tout simplement cliquer sur Add Key pour qu'il rajoute la clé. À partir de là, puisque j'ai mis la clé SSH en place, si je reviens ici, je fais un clear, et si je rappelle la commande git clone, valide, voilà, là il m'a bien cloné le projet, on fait ls, on s'aperçoit que le projet a été cloné dans le dossier projet git, cd projet git. Voilà. Donc là, voilà, on vient de voir comment est-ce que on procède pour créer sur GitLab un projet distant. Et on vient de voir comment on peut cloner ce projet sur le disque dur local pour pouvoir travailler dans un projet suivi par Git, hein, pour pouvoir soit travailler en équipe, soit pour pouvoir travailler et pouvoir suivre toutes les modifications. Ça, c'est la première des choses. Ensuite, avec Git, il y a un certain nombre de choses que on peut faire. Donc, quand on modifie, par exemple, un fichier, on va venir ici à modifier le fichier README. Alors, le fichier README, c'est un fichier généralement qui va être utilisé pour pouvoir mettre des instructions concernant la façon dont on va installer notre logiciel, par exemple.
certaines instructions qui sont destinées à ceux qui vont utiliser le produit que j'ai mis sur GitLab. Donc là, on a mis quelques lignes juste pour pouvoir modifier le fichier README. On pouvait mettre autre chose. Et là, ce qu'on voit, c'est que quand on est dans un dossier, le dossier du projet, qu'on modifie un fichier, il va falloir faire 3 instructions pour pouvoir mettre le dépôt Git à jour. Dépôt local, pour le mettre à jour, on fera un git add point et on fera un git commit -m avec un commentaire concernant la modification qui a été réalisée, et un git push pour pouvoir mettre à jour le dépôt GitLab distant. Donc, on va faire la manipulation. Premièrement, on va ouvrir notre fichier readme.md. Il y a des choses qui sont à l'intérieur. Pour effacer ce qui est à l'intérieur d'un fichier avec Nano, vous appuyez sur la touche CTRL et vous appuyez sur la touche K. Vous lâchez pas la touche CTRL, vous voyez, plusieurs fois, ou vous appuyez sur la touche K comme ça. Hop, ça fait disparaître tout ce qu'il y a. Ensuite, on peut récupérer par exemple ces lignes-là. On peut les coller à l'intérieur. Voilà. Et on a le git add point pour ajouter tous les fichiers du répertoire de travail afin qu'ils soient suivis par Git. On a le git commit -m mag fichier readme pour faire un commentaire sur la modif qui a été faite, et on a un git push pour pouvoir pusher la modification sur le dossier de repository GitLab distant. Allons voir. Et si je viens ici à ce niveau-là, je viens sur Project, je viens sur View All Project, et si je vais voir le dernier projet que j'ai réalisé, c'est le projet Git ici. Si je descends, on voit bien que le fichier README, il a été envoyé sur le dépôt distant. Hein, c'est le même qui existe ici sur notre disque dur. Donc là, rien de spécial, hein, c'est ce qu'on avait fait également en présentiel. Ensuite, on a d'autres commandes. Par exemple, ici, supposons que l'on va créer des fichiers, j'en ai 3, les fichiers file 1, file 2 et file 3. Touche, c'est une commande qui permet de créer un fichier vide sous Linux. Bon. Je les crée. Si je fais un ls, il y a bien 3 autres fichiers qui ont été rajoutés dans le dépôt. Si je fais un git status, voilà, on a bien 3 fichiers qui sont en rouge parce qu'ils sont pas suivis par Git actuellement. Tant qu'on les a pas, tant qu'on fait pas git add point, ça veut dire que ces fichiers-là sont pas suivis par Git. C'est les fichiers non suivis. Dès que vous faites git add point, si je fais un git status, on voit que les fichiers deviennent verts. Ça veut dire que les fichiers sont suivis par Git, mais que pour l'instant, je ne les ai pas rajoutés au dépôt local. Donc je vais faire cette fois-ci un git commit -m ajout de fichier. Voilà. Faisons un git status pour voir. Ok, donc là c'est bon, ça veut dire que tout est à jour en local. Maintenant, il faut que je fasse un git push, c'est ce qui m'est indiqué hein, d'ailleurs. Hein. Si je fais un git push et que je vais sur le dépôt distant, hop, je rafraîchis, on constate qu'on a bien tous les fichiers du projet qui sont là. Alors, on va maintenant, par exemple, faire une modification sur ce fichier-là. Donc nano
file 1.txt. Et puis ici, donc, ajout d'une ligne. On sauvegarde. Faisons un git status. On voit que le fichier file 1 n'est pas suivi par git. Si je fais maintenant un git add point, on voit que le fichier va être suivi par git. Essayons d'utiliser la commande git diff. Alors pour l'instant, cette commande ne nous donne rien. Et si je fais un git commit -m modif file 1.txt, donc je rajoute le fichier au dépôt. Si je fais un git diff, la commande ici ne nous donne encore rien. Et si je fais un git push, donc là j'ai poussé le fichier sur le dossier distant. Il suffit de venir ici et on voit que dans file 1 j'ai bien cette ligne qui a été rajoutée. Alors si maintenant je veux supprimer un fichier, je vais faire git rm file 1, file 2 par exemple, .txt. Alors, si je fais un ls ici, le fichier file 2 n'existe plus. Si je fais un git commit, si je fais un git add point plutôt, si je fais un git add point, et si je fais un git status, ici il y a le fichier file 2 qui lui a été supprimé, qui reste à valider. Donc il faut que je fasse un git commit -m suppression file 1 file 2.txt, et il faut que je pousse les modifications dans le dépôt distant. Si je viens sur le dépôt distant et je rafraîchis le projet, on va peut-être aller sur le projet carrément, voilà, et là je descends, on constate que le fichier file 2 a bien été supprimé. Alors voyons comment parfois quand on développe, quand on est ici, quand on développe, on peut avoir des choses que l'on ne souhaite pas envoyer sur le dépôt distant. Par exemple, on peut supposer qu'on développe une grosse application et que cette application, toutes ses dépendances, un certain nombre de librairies, on ne veut pas les envoyer sur le dépôt distant, tout simplement parce que c'est des choses qu'on peut reconstruire. Donc ça ne sert à rien de les envoyer sur le dépôt distant. Donc, voyons comment on peut ignorer certaines choses. Alors si on vient dans mon document, on va voir comment est-ce que l'on va procéder. Alors dans un premier temps, on va d'abord créer un dossier qu'on va appeler cache sur notre projet. Voici le fichier. Si on fait un ls, on constate qu'il y a bien un dossier qui a été créé. Ensuite, on va rentrer dans ce dossier cache. Je vais rentrer dans ce dossier sur mon projet. Et dans ce dossier, je vais tout simplement créer 3 fichiers. Je vais créer 3 fichiers ici. Il y a un fichier que je vais appeler gitkeep. Je vais le garder, il est caché. Et 2 fichiers que je vais appeler cache1 et cache2. Si je fais ls-al, on voit que dans ce dossier, j'ai bien ces 3 fichiers-là. Ensuite, ce qu'on va faire, on va sortir. Il y a un autre fichier que je vais appeler sys.log également, que je vais créer dans ce dossier-là, pour que la démo soit complète. Ensuite, je vais sortir de ce répertoire
c'est des points de points, hein. Donc je reviens à projet Git et je vais créer un dossier qui s'appelle logs. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais rentrer dans le dossier logs. Voilà. Et une fois que je suis rentré dans le dossier log, je vais créer un fichier dans ce dossier logs que je vais appeler 62.log. Si je fais un ls, ce fichier existe bien. Et ensuite, je vais tout simplement sortir de ce fichier logs. Je vais faire un cd point. Je reviens sur le projet. Alors voyons ce qu'on a là. ls-al. On a donc dans notre répertoire les deux fichiers file1 et file2 qu'on avait créés. Le fichier readme, on a le dossier cache, et dans ce dossier cache, si je fais un ls-al cache, j'ai créé 3 fichiers, 4 fichiers, cache1, cache2, le fichier caché.gitkeep et le fichier syslog. Et dans le dossier logs, si je fais ls-al logs, constate que j'ai créé un seul fichier. Alors l'objectif, c'est d'ignorer un certain nombre de fichiers qu'on ne souhaite pas qu'ils soient suivis par Git, hein, lorsqu'on va les envoyer sur le dossier distant. Donc pour ça, on va créer un fichier qui s'appelle .gitignore. C'est là-dedans qu'on va définir tout ce qu'on veut ignorer. On fait un clear et on colle. Donc nano.gitignore. Et dans ce dossier gitignore, on va indiquer que l'on veut ignorer tous les fichiers qui se terminent par log. Ça veut dire que normalement, si on regarde ce qui a été fait précédemment, il y a des fichiers qui se terminent par log qui ne doivent pas faire partie des fichiers qui seront suivis par Git. Ensuite, ici, on dit que l'on va ignorer tous les fichiers qui sont dans le dossier cache. Donc, on les indique à ce niveau-là, comme ça. Et ensuite, à ce niveau-là, on indique que l'on ne veut pas ignorer, on met non ici, le fichier .gitkeep qui lui est dans cache. Ici, on colle. Donc résumons. Dans ce fichier gitignore, on veut ignorer tous les fichiers qui se termineront par log. On ne veut pas qu'ils soient suivis par Git, on ne veut surtout pas les retrouver dans le dépôt distant. On veut ignorer tous les fichiers qui seront dans le dossier cache, mais on ne veut pas ignorer le fichier .gitkeep qui sera dans le dossier cache. On sauvegarde. Voilà, on fait un git commit -m. On va appeler ça ignorer fichier. Voilà, alors là par contre il nous dit quels sont les fichiers qui ne seront pas suivis. C'est dans le dossier gitignore. Ensuite, on va faire un git push. Avant de faire le git commit, j'ai oublié de faire le git add point. Avant le git commit, il faut toujours faire le git add point. On recommence. Git commit -m ignorer fichier. Voilà. Il ne faut pas oublier le git add point. Il suffit d'oublier une étape et ça ne fonctionne pas. Git add point pour ajouter tous les fichiers à Git. Ici, on commit le tout. On va faire un git status maintenant. Voilà. Et on va faire un git push. Ok. On va aller sur le répertoire distant, on rafraîchit, et là, donc, qu'est-ce que l'on va constater? On va constater qu'on a bien le dossier cache. Okay. Dans le dossier cache, on a uniquement gitkeep, puisque tous les fichiers qui se terminaient par log ont été ignorés. Et on a également le dossier log, que l'on ne retrouve pas ici, alors qu'il existe
à ce niveau-là. Le dossier log, il est ici. Mais comme on a dit que tous les fichiers qui se terminent par log, on ne les veut pas, ben on ne retrouve pas ce fichier-là. Voilà comment on peut créer un fichier gitignore pour ignorer un certain nombre de fichiers. Alors, on peut également voir les logs, c'est-à-dire pour voir un petit peu tout ce qu'on a fait. La commande gitlog, elle permet de voir l'historique des modifications. Alors, je vais faire un clear à ce niveau-là. Si je fais bouton droit, je colle, je fais un gitlog. On a toutes les modifs qui ont été réalisées sur notre dépôt Git. Donc ici, modif file, la modification du fichier file 1, la suppression du fichier file le 2, ignorer le fichier avec les numéros de commit. Voilà, donc là, il suffit de faire un Q pour quitter. Petit Q, on clique sur la lettre Q. Si on utilise la commande gitlog-1, à ce niveau-là, avec ce paramètre-là que je colle, voilà un petit peu la différence avec les autres, c'est-à-dire que là, on va avoir en fin de compte la modif qu'on a faite, l'avant-dernière modification qu'on a faite la dernière. Donc c'était ignorer fichier. Si on veut avoir les deux dernières modifications qui ont été faites, ici, donc il suffit de faire un gitlog-2 et j'aurai la dernière modification qui a été faite et l'avant-dernière modification qui a été faite. Si on veut avoir des statistiques sur les modifications, donc un peu plus d'informations, il suffit de faire un gitlog -1 stat. Donc là, ça va permettre d'avoir un peu plus d'informations concernant la modification qui a été réalisée. Et enfin, il y a une autre façon encore de présenter les choses sur une ligne. Alors, je vais faire un gitlog -10. Ça veut dire que je demande les 10 dernières modifications et il présente les choses sur une seule ligne. C'est-à-dire que là, il va nous donner le numéro de commit. C'était un initial commit. Ce numéro de commit-là concernait la mise à jour du fichier readme et ainsi de suite. Donc voilà comment on peut utiliser la commande log. Allons voir comment maintenant on peut manipuler des branches, puisque jusqu'à présent, si on va sur notre site distant, la seule branche que l'on possède, c'est la branche main, c'est la branche principale. Et ici, même chose, c'est-à-dire si je fais un git branche en local, et donc je suis en branche, la branche qui existe en local, c'est la branche main. Cette branche-là existe dans le dépôt local.git. Alors, concernant les branches qu'il faut savoir, une branche, généralement quand on développe un produit, on définit des branches pour pouvoir y développer des fonctionnalités. C'est-à-dire qu'on peut travailler à plusieurs, par exemple, sur un produit, et on peut définir plusieurs branches pour que chaque développeur développe une fonctionnalité et ne travaille pas sur la branche main. Donc les branches permettent de subdiviser le travail en fonction des développeurs et des fonctionnalités demandées. Lorsque vous êtes en équipe, vous avez très souvent 3 serveurs, un serveur de production qui aura sa branche, un serveur de pré-production qui aura aussi sa branche, et un serveur de développement qui aura sa branche. Ça veut dire que normalement, ici, on devrait avoir plusieurs branches. La branche main qui va concerner le développement par exemple, une branche développement pour le développement avant qu'elle soit bien sûr pushée sur la branche main, une branche pour la production, une branche pour la pré-production. Pourquoi on fait comme ça? Ça permet d'avoir par exemple une branche pour la production qui va permettre aux opérateurs de récupérer sur cette branche ce qu'ils auront besoin pour envoyer ça en production. Et puis les développeurs continuent à développer sur leur branche à eux. Donc c'est important de
comprendre déjà un peu cette organisation. Ensuite, en dessous de ça, on a toute une myriade d'autres branches qui seront les branches de fonctionnalité, qui seront les branches des développeurs. Alors pour afficher la liste des branches, comment on fait? On fait git branche, hop, et on colle. Et là, on a une seule branche pour l'instant, c'est la branche main. Ici, pour voir la branche qui est associée avec le dernier commit, quand on a plusieurs branches, on peut committer sur la branche que l'on a sélectionnée. Je fais git branche -v. Voilà, donc je vais avoir la branche qui va être associée avec le dernier commit que l'on a effectué. C'était le commit, on ignorait le fichier. Pour créer une nouvelle branche, il suffit de faire git branche et de lui passer le nom de la nouvelle branche qu'on veut créer. Allez, on va le faire ici. Hop, je fais git branche feature user, je copie, je colle ici. Hop, feature user, il n'a pas voulu me le faire, donc je vais être obligé de l'écrire feature user. Feature-user. Alors, je peux l'appeler comme je veux la branche, c'est juste pour suivre un peu le document. Et si je fais un git branche maintenant, on constate qu'on a deux branches en local. Est-ce qu'en distant on a deux branches? Non. Alors voyons si je fais un git add points pour ajouter les choses que l'on veut suivre au dépôt. Si je fais un git commit -m et si je fais ajout branche, ici, git commit -m, alors qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit la branche commit, ouais, c'est git commit, pas se tromper. Et si je fais un git push, par exemple ici, il me dit que tout est à jour, donc il n'y a rien à pousser. Est-ce qu'il m'aurait poussé cette nouvelle branche sur le serveur distant? Allons voir. Ici. Si je regarde à ce niveau-là, pour l'instant, j'ai pas la nouvelle branche qui a été poussée. Pourquoi? Parce qu'on a fait, on n'a rien fait, on n'a pas travaillé dessus. Alors, on va voir comment on peut travailler avec une branche. Premièrement, on a dit qu'on fait git branche pour avoir toutes les branches. Ça, on l'a fait. On a créé notre branche ici avec la commande git branche feature user. Maintenant, on va basculer sur cette branche-là en local. C'est-à-dire que si on regarde ici, je vais faire un clear. Si je fais git branche, on constate que l'on a deux branches, la branche main, la branche feature user. La branche main, il y a un étoile actuellement dessus, ce qui signifie que pour l'instant, on travaille avec celle-là. On va se positionner sur celle-là pour travailler avec feature user en local. Alors pour ça, la commande, c'est git checkout feature user. Je vais venir basculer sur cette branche-là. Oh, c'est pas possible. Pourquoi ça ne peut pas la copier? Bon, c'est pas grave. Alors, git checkout feature user. Voilà, donc je bascule sur cette branche. Faisons un git branche. Si je fais un git branche, je constate que je suis sur la branche feature user. Donc si je travaille maintenant, si je fais un nano, par exemple, je vais créer un nouveau fichier que je vais appeler, je vais faire touche tout simplement, je vais faire touche user.html. Je crée un nouveau fichier. Et ce nouveau fichier, je vais l'ajouter. Donc je peux faire git add point pour tout ajouter, et puis c'est tout. Et je vais faire un git commit. Pardon. Je vais faire un git commit -m, je fais ajout de user.html.
HTML. Voilà. Et je fais un git push, mais je précise que cette fois-ci, -u, origine, et je vais demander à ce que les données soient poussées sur cette branche là. Alors, voyons, je colle à ce niveau-là et je valide. Ok. Alors, si maintenant je fais un git branche, je suis sur la branche Future User. Si je fais un ls, je constate que j'ai bien tous les fichiers qui sont ici. Supposons qu'en local, je rebascule sur la branche main. Git branche, check out, c'est comme quand je rentre dans un dossier, et je reviens sur la branche main. Et si je fais un ls, voilà, donc là j'ai bien tous les fichiers dans le répertoire de travail qui sont présents à ce niveau-là. Ça c'est le répertoire de travail. Allons voir maintenant sur le repository distant ce qui se passe. Donc, je viens ici sur le projet Git, je le rafraîchis. Je suis actuellement sur mon projet et je suis sur la branche main. Sur la branche main, il n'y a pas le user. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas été créé sur cette branche-là. Le développeur qui travaille sur la branche Future User. On la sélectionne à ce niveau-là et on constate que sur cette branche-là, il y a bien le user qui est là, plus tous les autres fichiers. Donc, ce qui signifie que quand on crée une branche, une nouvelle branche, tout le code qu'il y avait sur la branche main va être copié sur la branche Future User, la nouvelle branche. Comme ça, on aura une copie des fichiers. Donc, le développeur peut les modifier sans toucher à la copie originale. Et vous voyez, on crée un nouveau fichier qui, lui, pour l'instant, n'existe pas dans la branche Feature, dans la branche main. Alors maintenant, ce qu'on va faire, on va demander à fusionner cette branche-là, Feature User, avec la branche main, qui est ici. Voilà. Pour qu'on puisse retrouver les modifications qu'on a fait sur la branche Future User, qui est ici. On va retrouver les modifications ici. C'est important en DevOps parce que nous, généralement, on met en place des pipelines d'intégration continue qui vont travailler par rapport aux événements qui vont avoir lieu sur la branche main. C'est dès que il va y avoir un push ou un merge sur la branche main que notre pipeline va se déclencher. Généralement comme ça qu'on travaille. Alors, là, maintenant, ce qu'on va faire pour pouvoir faire cette opération, alors, je vais revenir à l'endroit où j'en étais. Première des choses, sur le dossier Git, on va d'abord se positionner sur la branche main, Git checkout main. On se positionne dessus. On vérifie qu'on est bien sur la branche main, Git branche. Donc je suis sur la branche main. Et je veux mettre à jour la branche main avec ce qui existe sur la branche Future User. Donc, si je fais maintenant un git status ici, voilà. Alors là, il me dit que la branche est à jour avec la branche distante. Maintenant, ce qu'on va faire, on va avoir le git merge Future User. C'est ça. Et donc, je vais faire git merge. Je suis sur la branche main. Ce qui est très important à comprendre, c'est que je suis sur la branche merge. Et je vais fusionner les éléments de la branche Future User avec les éléments de la branche main. Donc là, pour ça, j'écris git merge Future user. Je valide. Et si je fais un git status ici, qu'est-ce qu'il m'est indiqué? On me dit que la branche est en avance sur origine main de 1 commit.
Et comment on finalise l'opération? On va faire un git push. Voilà. Si je fais un git push et que je viens sur le projet distant, je rafraîchis. Allons voir comment se présente la branche main. On l'a sélectionné main et là on voit que user est bien ici. Voilà comment on fait pour pouvoir merger un projet. Pour pouvoir merger un projet, des fonctionnalités qu'on aurait créées sur la branche, une autre branche, la branche Feature User, qui est encore existante pour l'instant. Voilà comment on fait pour fusionner les modifications sur la branche main, qui est ici. Voilà. Et donc ça c'est intéressant, là on comprend comment est-ce qu'on peut travailler sur une branche différente et comment, lorsqu'on a fait les modifications, la fusion peut se faire avec la branche main. Alors, il y a encore d'autres opérations. Le rebase, je passe dessus pour l'instant. On va plutôt voir comment on supprime une branche. Alors, pour supprimer une branche, il suffit de faire git branche -d, le nom de la branche. On va faire un git branche -d, et ce qu'on veut supprimer, c'est cette branche feature user, feature-user. Je valide, et si je fais un git branche, donc la branche n'existe plus à ce niveau-là. Voilà. Ensuite, si je fais ici un git push, tout est à jour. Hein. Si je fais un git add point, et si je fais un git commit -gem, suppression branche, et si je fais un git push, alors est-ce qu'il me met à jour mon dépôt distant? On voit, on rafraîchit à ce niveau-là. Voilà. Et là, on constate que la branche Feature User existe tout le temps sur le dépôt distant, hein, malgré que ici, hein, sur le dépôt local, la branche a été supprimée. Alors voyons comment on procède pour supprimer une branche distante, puisque la branche Feature User existe encore. Donc pour ça, on fait un git branche -a. Ça permet d'afficher toutes les branches existantes à distance. Et pour la supprimer, il suffit de faire un git push origine -d, et on lui passe la branche feature user. Feature-user, je pense qu'elle s'appelle comme ça. C'est ça. On valide. Et là, si on fait un git branche -a, on voit que la branche distante n'existe plus. Hein. Il suffit de faire de rafraîchir, et on n'a plus la branche distante. Voilà pour ces quelques instructions avec git. Donc ensuite, il y en a d'autres, hein, mais déjà faire des exercices sur celle-là, ce sera déjà pas mal.